Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je ne vais pas déroger à la règle ce jour. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à célébrer la vie et à glorifier Dieu. La minute présente est la nôtre. La prochaine ne nous appartient pas parce qu'on ne connaît pas. Si on aura l'occasion de la vivre, de la voir passer. Voir passer cette minute-là, c'est voir aligner un certain nombre d'événements pendant que la minute est en train de passer. On ne sait pas si on aura la chance de voir cette minute-là passer. Si on aura la bénédiction, parce que la chance, je ne crois pas trop. Je crois plutôt à la grâce de Dieu, à la bénédiction. C'est parlant donc de cette grâce que je vais vous parler ce matin de l'une de nos compatriotes. Quelqu'un d'autre a ôté la grâce. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne lui a pas ôté la vie. Sa mort a été anticipée et précipitée par un individu sans foi ni loi. Et que la justice a pour mission de retrouver le plus rapidement possible. Elle a les moyens. Mes chers compatriotes, ce matin, je vais vous parler de l'une de nos compatriotes qui nous a brutalement quittés, assassinés. Tomsa. Oui, monsieur, l'une de nos compatriotes qui nous a brutalement quittés. Elle était une intellectuelle, une femme que les parents ont consenti beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens pour envoyer à l'école, pour qu'elle puisse retransmettre le savoir, parce que c'est le métier qu'elle a choisi, enseigner, retransmettre le savoir. Cela fait donc de cela pratiquement un mois que la nommée Blanche, donc ça, nous a quittés brutalement. Elle était chargée de cours à l'université, chargée de cours à la faculté des sciences de l'université de Tchang. Elle a été retrouvée morte chez elle, dans son domicile. Le corps a été retrouvé sans vie chez elle, dans son domicile. Cette jeune dame était mère de 4 enfants. Elle était mariée, légalement mariée. D'après les investigations et d'après les dires, ça et là, tout s'oriente vers son époux, un certain Christian Folefak, comme étant l'assassin ou le commanditaire de la mort de son époux. Je rappelle ici que M. Christian Folefak est lui-même aussi maître de conférence à la faculté des lettres de la même université. Certains vous diront qu'il était docteur pour des raisons dont personne ne connaît. Au Cameroun, c'est quelqu'un qui a quelqu'un et qui est quelqu'un. Il est parti de docteur à professeur sans transition. C'est-à-dire que justement, parce qu'au Cameroun, ça, je vous dis, l'Agence fédérale d'investigation affirmait les choses qu'elle a réussi et a pris le temps d'observer. Je vous parle là d'une enquête en cours. Donc, les informations nous viennent de ça et là. Les enquêteurs de l'Agence fédérale d'investigation sont encore sur le terrain. Mais, il nous ressort, d'après les policiers, d'après une petite note des services, parce que moi je travaille beaucoup avec les services de renseignement camerounais, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle une enquête, une conquête. Il y a le A1, il y a le A2, il y a le A0, il y a le A3. Et à la fin de tous ces éléments-là, on collecte ces informations-là pour faire le tamis, pour voir là où il y a les informations se joignent. Si le A1 donne certaines informations qui correspondent aussi au A2, au A3, ou au A, on revient au A0. A0, c'est l'information pure, à la source. Donc, c'est donc les éléments de la DGRE Yaoundé qui le font comprendre que M. Christian Folefak est parti du grade de diplôme de docteur à celui de professeur sans transition. Vous qui êtes les universitaires, vous savez comment ça se passe pour quitter de docteur à professeur, ce qui n'a pas été son cas.
jusqu'à ce jour. Mais ici, je voudrais d'abord appeler quelques petits détails afin que nous l'ignorions. La dame Blanche, de son prénom, mère de 4 enfants, retrouvée sans vie dans son domicile. Naturellement, dans tout pays, dans toute justice, le premier à être soupçonné, c'est le mari. Ce n'est que logique. Ce n'est pas parce qu'on aime le mari ou qu'on n'aime pas le mari, qu'on le déteste, qu'on ne le déteste pas. Si ça arrive ici chez moi, à la maison, je suis le premier à être soupçonné. Si c'est mon épouse, elle est la première à être soupçonnée. Vous la connaissez? Oui, monsieur. Quand vous vivez ensemble à la maison, il arrive un meurtre, un assassinat, une personne qu'on retrouve comme ça à la maison sans vie et que tout démontre que si cela arrive à la maison, là où vivent un couple marié, un couple non marié, un couple ou tout du moins, ça arrive dans une maison où vivent un couple, l'homme sera d'abord soupçonné d'être à la base de ce meurtre-là, jusqu'à ce que les enquêtes disent le contraire. La femme va être soupçonnée jusqu'à ce que l'enquête la dédouane. Et on va élargir aux enfants, on va élargir aux membres de la famille, on va élargir aux amis, on va élargir encore un peu plus aux ennemis, si jamais l'homme avait ou si jamais la femme avait, ou alors aux ennemis du couple. Et l'enquête va élargir au fur et à mesure. On élimine, au fur et à mesure, on élimine jusqu'au voisinage. Ce n'est pas parce que on déteste Christian Folefac ou parce qu'on l'aime beaucoup Folefac qu'on va dire des choses pour contenter, pour faire plaisir, non. La manifestation de la vérité veut que tout le monde soit soupçonné. Même si ça arrive dans la maison de Paul Biya. Comme cela est arrivé une fois, sa femme est retrouvée morte, Paul Biya n'est pas là. Dans un pays normal, on devrait monter une enquête pour définir les responsabilités des gens. Ce n'est pas parce que tu es président, ou procureur, ou juge d'instruction, ou commandant, on doit mener l'enquête. Parce que certaines personnes profitent de leur position pour tuer leur femme, croyant qu'ils ne seront pas soupçonnés parce qu'il est magistrat, parce qu'il est avocat, parce qu'il est procureur, parce qu'il est juge d'instruction, président, colonel, qu'il est gouverneur, ami de l'enquêteur, il est maire, le petit frère de la tante, du cousin d'eux. On croit toujours qu'on va se cacher derrière un titre pour masquer un crime qu'on a soi-même commis ou commandité. Non, monsieur. Une enquête normale, nous sommes tous soupçonnés et nous devons être tous appelés ou toutes appelées à répondre aux enquêteurs, même les amis, y compris les enfants. Et dans le cadre de cette jeune femme que vous voyez là, c'est son oncle qui a demandé que l'autopsie soit fait. D'après mes collègues, moi je ne vous dis pas d'après moi, non, d'après mes collègues, c'est son oncle, qui est aussi un professeur, c'est une famille des enseignants, des longs crayons, Monsieur Martin Tchamba, qui a demandé l'autopsie. Parce que le papa de cette jeune dame blanche n'avait que elle dans sa vie. C'était le seul et unique enfant. Effectivement, je veux bien comprendre que la mort peut arriver. Je ne peux rien faire. Elle est décédée, elle est décédée. Elle a été assassinée, elle a été assassinée. Elle n'a pas été assassinée, chacun dira ce qu'il veut, mais moi, en tant que son père, ma fille n'a plus de vie. Son corps est sans vie. Elle est à la morgue. Très bien. Je ne peux pas la ressusciter. Mais la seule chose que je peux ressusciter, c'est la vérité. Comment est morte ma fille? Comment a-t-elle trouvé la mort? Comment a-t-elle été assassinée? Et pour cela, le papa fatigué, traumatisé par ce qui arrive à la seule fille qu'il a pu avoir sur cette terre, instruit donc l'oncle de cette fille qui s'appelle le professeur Martin Tchamba, lui demandant d'aller se débrouiller à ce que l'autopsie soit faite. C'est lui, Martin Tchamba, demande l'autopsie à la demande du père de la fille. Les autorités sont libres d'appeler, d'interroger. Je vous dis ça parce que, d'après les dires, cette jeune dame, mère de 4 enfants, enseignante à l'université, était régulièrement bastonnée par son mari. Régulièrement bastonnée par son mari qui est reconnu d'être quelqu'un de très brutal. Là encore, je dis, l'enquête est libre de révéler la vérité. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on dit ça et là dans les réseaux sociaux ou de ce que nous racontons ici.
vous avez les moyens. Nous parlons ici pour sensibiliser la masse et vous donner comme ça ce que certains journalistes refusent de ne plus faire comme travail: informer, sensibiliser, dénoncer, pour vous mettre sur le chemin de la vérité, en vous donnant des éléments. Il va falloir aller chercher. Vous avez les moyens de le faire. La fille, nous dit-on, était régulièrement bastonnée par son mari. Et je ne comprends même pas cette obsession à être violent vis-à-vis de la gente féminine. Bastonnée régulièrement. Et ça aussi, les enquêteurs sont mieux placés pour retrouver la vérité. Les enquêteurs sont mieux placés pour rechercher la vérité. Donc, il suffit de faire ce qu'on appelle l'enquête de proximité, l'enquête de voisinage. On peut retrouver. La femme était régulièrement tabassée par son mari. Très violent. D'après le tableau qui a été peint de ce monsieur, on nous a dit qu'il était militant du MRC. Et après, il a créé son propre parti. Paraît-il, il a même fait la prison avec les autres. Il a créé son propre parti, le parti du triangle national. Je vais ici être clair. Il ne faut pas qu'on mélange tout. Il pouvait même être du RDPC. Cela n'empêche pas qu'il pose un crime. Il pouvait être du MRC. Cela n'empêche pas qu'il commette un crime. Il y a des militaires qui sont militaires, mais tuent. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que le MRC, qu'est-ce que le MRC a à voir, ou qu'est-ce que le RDPC a à voir. On est un criminel, on est un criminel. On n'est pas un criminel, on n'est pas un criminel. Que vous appartenez à un parti politique ou vous n'appartenez pas à un politique, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'acte pour lequel vous êtes soupçonné d'avoir commis. A-t-il commis cet acte-là? Oui. Il ne va pas être sanctionné parce qu'il est du MRC, ou il ne sera pas plus privilégié parce qu'il est du RDPC alors qu'il a commis un assassinat. Si il est avéré qu'il a commis un assassinat. Il fallait que je te précise ça, mon cher compatriote Landry, toi avec lequel j'ai discuté. Je pense que ici, je veux ici m'adresser au procureur Tsayem Roger. Je veux m'adresser au président du tribunal de Tchang. Je veux m'adresser à l'enquêteur Assoa. Je veux m'adresser à tout le corps judiciaire de Tchang. Et d'ailleurs, notre pays brille par un constat grave. L'assassinat des femmes resté sans suite. L'assassinat de nos mères, de nos époux, de nos filles, de nos sœurs, de nos compatriotes resté classé sans suite et les tueurs se promènent. Je vous prends à témoin, mes chers compatriotes. La deuxième personnalité de la République du Cameroun en termes de justice s'appelle Laurent Esso. Il vous a dit l'autre jour, ne cédez plus aux hautes instructions. Concentrez-vous dans votre travail et faites votre travail et rien que votre travail. Si vous avez un problème, appelez le ministre de la Justice. Je suis très fier que le ministre de la Justice, Laurent Esso, l'ait mentionné. Parce que très souvent, nous ici, moi, Patrice Noma, j'ai pris pour habitude de citer Laurent Esso, de citer Paul Biya, de les tenir responsables de tout ce qui va mal au Cameroun, de les tenir comptables de tout ce qui va mal au Cameroun. Et c'est vrai, ils sont les premiers comptables, ils sont les premiers responsables. Et j'ai toujours aussi mentionné que nous avons aussi notre part de responsabilité, moi citoyen ici lambda, moi magistrat, moi procureur, moi juge, moi avocat, moi maire, moi préfet, moi sous-préfet, moi enquêteur, commissaire, colonel, gendarme, policier, inspecteur, renseignement ou inspecteur tout court, enquêteur tout court ou de la brigade de recherche ou bien de renseignement. Chacun d'entre vous a la responsabilité, au même titre que le président de la République, au même titre que le ministre de la Justice, de la vie, vis-à-vis de la vie des Camerounaises et des Camerounais au quotidien. Demain, vous serez appelé à répondre des décisions que vous prenez au quotidien. Il est inconcevable que quelqu'un tue. Et il est de bureau en bureau, on ne t'a pas convoqué. Mais tu entres dans ce bureau, tu sors, tu rentres de l'autre côté, tu rentres du côté, tu rentres là-bas, tu sors, tu rentres là-bas, tu sors. Tu es accusé d'un crime, bon sang, attends qu'on t'appelle. Si on ne t'a pas encore appelé, sauf si tu as une information à venir donner que tu connais de celui qui a tué ton père, ton fils, ta fille ou ta femme. Ou bien de celui qui a tué ton mari et tu as une information à venir donner. Que faites-vous dans des bureaux, à gauche, à droite? Non, vous venez noyer et corrompre les juges. Vous venez les auxiliaires de justice, les juges. Vous venez corrompre les avocats. Vous venez corrompre les magistrats. Vous avez la responsabilité. Mes chers amis, nous accusons Paul Biya tous les jours et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais posons-nous des bonnes questions. Quand vous allez laisser cette femme sans dire le droit, qui a tué cette femme, qui a enlevé à ses enfants sur leur maman, qui a ôté la vie
à cette femme. Elle n'est pas la première, bon sang. Soyons sérieux. Récemment, c'est la secrétaire de Marafat Hamidou Yahya qui avait été comme ça dépecée dans son lit, affaire classée sans suite. Elle est encore à la morgue en ce moment, une autre, Madame Mad Angélique Mincha. On ne sait pas qui l'a tuée. Si elle est morte de mort normale, enterrez-la. Laissez son mari l'enterrer. Pourquoi est-ce que la justice aujourd'hui a tous les problèmes au Cameroun pour dire le droit? Elle est morte à l'étranger. Tout est dit qu'elle est morte de mort naturelle, mort normale. Donnez le corps, on enterre. La justice donne une décision, un colonel bloque. Le colonel donne une décision, le juge bloque. Le juge donne une décision, le cabinet civil bloque. Finalement, on ne sait pas qui dit le droit dans ce pays. Et c'est pour ça que le ministre de la Justice vous a bien dit l'autre jour, résister aux hautes instructions. Mate Angélique Mincha, elle est en train d'être congelée dans la glace. En l'instant où je vous parle. Madame Atangana, née Ebanga, son corps a été volé à la morgue, à Efok, ramené au quartier, violé. Le corps d'une personne décédée, volé à la morgue pendant plusieurs jours. On amène au quartier pour faire des incantations, des pratiques sexuelles, des pratiques sataniques. On ramène, ainsi de suite. Le corps d'Angélique Mincha vit la même chose chaque fois. Au point où c'est devenu normal, les gens vont voir les morguiers. On va dire, voilà, on va prendre le corps. Le corps est sous-scellé. Le mari ne peut pas prendre le corps. Mais les gens arrivent quand même à la morgue la nuit pour aller prendre le corps, sortent avec le corps, vont faire des incantations avec le corps et reviennent avec le corps. On est dans quel pays? Vous êtes les garants de la justice. Monsieur le procureur, Sayem, Roger, monsieur l'enquêteur, Assoa, monsieur le président du tribunal de Tchang, dites-vous un temps soit peu, c'est votre fille et vous voulez connaître la vérité. C'est votre nièce, vous voulez connaître la vérité. C'est votre femme, vous voulez connaître la vérité. C'est votre compatriote, vous voulez connaître la vérité. Parce que quand vous regardez les documentaires américains, les documentaires français, vous voyez comment le procureur mène l'enquête. Vous vous dites, oh là là. Vous regardez ça avec appétit, c'est devenu un feuilleton que vous aimez voir. Vous avez les mêmes outils pour mener la même enquête. Le président aura besoin de cette enquête, de monsieur le procureur Tchassem. On évolue parce qu'on mène des enquêtes pour apporter le résultat. Je ne vous reproche rien, monsieur le procureur. J'attire seulement votre attention. Le ministre de la Justice a dit, cédez, ne cédez pas. Le ministre de la Justice a dit, ne cédez plus aux hautes instructions. Résistez, faites votre travail. D'autres vous diront que monsieur Christian Folefak est proche de la Tangandji. Monsieur Christian Folefak est proche de tel ou de tel. Je voudrais vous donner une information. Elle sera claire pour beaucoup d'entre vous. Les juges, les enquêteurs. Alain Bengoro est en prison. Il était proche du président de la République du Cameroun. Il donnait les instructions, on mettait les gens en prison. Faites attention. Monsieur le procureur, faites très très attention. Que les gens ne viennent pas vous manipuler. Si ce monsieur est un criminel, ce que je ne sais pas, mais recoupons comment les informations. Recoupons parce que vous avez les possibilités de tracer le téléphone de Christian Folefak. Quand ses enfants l'appellent avec le téléphone de leur maman, où était-il? Très bien. On nous dit qu'il était dans un bar en train de boire avec des amis. Il a garé son véhicule. Il était là-bas, il buvait. Mais il a laissé son véhicule là-bas. Il a pris une moto. Il est allé chez lui à la maison. Il a enfermé les enfants dans une pièce. Il dit, ok, d'accord, je sors, restez là-bas. Ne sortez pas. Il met les enfants dans une pièce. Il prend une latte. Il se cache dans la même maison. Il attend son épouse, cachée. Quand sa femme rentre, il assomme sa femme. Monsieur le procureur, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis ici. Prenez votre courage en main, allez chercher le médecin légiste. Regardez le corps et regardez ce qui est décrit, qui est arrivé à ce corps-là. Ne vous contentez pas de ce que je vous dis.
Parce que dans les réseaux sociaux, c'est devenu, on dit des choses par affinité. Je ne connais pas Folefac, Christian, je ne connais pas Blanche, je ne les connais pas, mais je les connais. Ce sont des êtres humains qui méritent que chacun ait justice. Si Folefac est accusé à tort, que justice soit faite à son épouse et que son honneur lui soit rendu. S'il est accusé à juste titre, que justice soit faite à sa femme et qu'il soit condamné, et que cette condamnation serve de leçon à toute personne qui posera un acte pareil. Ôter la vie à son épouse, à son fils ou à tout être humain. Alors, quand il assomme sa femme, c'est-à-dire qu'il est sorti de la maison, il est allé garer le véhicule, d'après les dires. Vous avez les moyens d'enquêter. Ne vous contentez pas de ce qu'on dit ici. Alors, il prend sa voiture, il va se retrouver avec des amis. Il sort quelque part, il gare son véhicule là, discrètement, il prend une moto qui le ramène chez lui. J'avais déjà vu ça ici aux États-Unis, hein, dans un documentaire aussi, et dans une vie réelle. Mais ce que l'autre avait fait, ne savait pas que les gens prennent le temps ici. Il y a le péage qui note quand est-ce que vous êtes passé. Ça prend le temps pour retrouver, mais on vous retrouve. Le péage, l'immatriculation, le temps, la marque du véhicule. Alors, et les relais téléphoniques, tout ça concourt à la manifestation de la vérité. Il a donc laissé ses amis là-bas, dans un bar. Il prend la moto, il repart. Quand sa femme rentre à la maison, après une dispute, un jour après la dispute qu'il y a eu la veille, concernant du fait que ce monsieur était un coureur de jupons, et dans cette relation qu'il a à l'extérieur, un enfant est né. D'après ce qui est dit, il sort beaucoup avec ses étudiantes. C'est récurrent, c'est régulier, c'est devenu un mode de vie. La femme se pose la question, mais comment, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toujours en train de traîner avec des étudiantes à gauche, à droite. Fais attention à ta santé, fais attention à ma santé, fais attention à nos enfants. À force d'aller coucher à gauche, à force d'aller coucher à droite, à force de... Fais attention et tu ne portes même pas le préservatif, tu ne te protèges même pas. Au point où un enfant est né de l'autre côté. Il paraît donc que, au courant de cet échange qui s'est passé un jour avant son assassinat, l'affaire était devenue, ça s'est calmé. Le monsieur, après donc d'avoir fait son cinéma, c'est-à-dire qu'il a pris son véhicule, il allait garer avec ses amis, il boit quelque part dans un bar. Après un certain moment, il prend la moto, il retourne chez lui discrètement, il va se cacher, sa femme rentre à la maison, il assomme sa femme, il porte cette femme-là, l'installe dans une pièce, dans leur salle de bain, tranquillement, il le ressort et prend la moto qui le ramène là où il était avec ses amis. C'est après, quand les enfants découvrent le corps de leur maman, qu'ils prennent le téléphone et l'appellent. La première fois, elle ne décroche pas. La deuxième fois, il décroche quand même. Et c'est là où il fait comprendre que maman est couchée ici, là. Elle ne bouge pas. Il démarre sans dire à ses collègues que voilà, j'apprends qu'il y a quelque chose chez moi, mon frère. Accompagne-moi, j'apprends que ma femme a un problème. Non, il ne dit à personne. Il quitte Kounia, tout seul. Il ne dit à personne. Il s'arrange à ce que, à prendre ce corps, à le déposer à la morgue. Il ne dit toujours à personne. C'est quelque temps après que les gens sont informés. Et tout ça, il prépare immédiatement l'enterrement. Qu'il faut qu'il enterre le week-end qui suit. Attention, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et si vous regardez, monsieur le procureur, le programme de la cérémonie des obsèques de l'enterrement, vous verrez que le premier projet qui était fait pour le mois de mai, le 4, je crois, si ma mémoire est bonne, parce que je ne l'ai pas là devant moi, à l'intérieur, c'est comme si Blanche était née et elle n'avait pas de famille. Elle n'avait personne. Il n'y avait que lui qui était le témoin adulte, qui allait lire le témoignage, et ses enfants, dont le plus âgé, pense entre 10 et 11 ans. Cet enfant a des parents, cet enfant a des amis. Un universitaire, une universitaire, un enseignant, un professeur ne peut pas mourir comme ça tant que ses amis viennent lui rendre un dernier hommage. Comment fais-tu pour vouloir enterrer en catimini cette femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tous ces petits comportements devaient attirer votre curiosité. En tant qu'enquêteur, en tant que magistrat, en tant que président du tribunal, se poser la question, que cache réellement cet assassinat? Que cache ce comportement? Que cache ce meurtre? Quel est le mobile du meurtre? Quel est le mobile de cet assassinat? Est-ce parce qu'il a fait un enfant dehors? Est-ce parce qu'il appartient à des cercles compliqués au Cameroun maintenant pour avancer en grade dans l'armée, dans la magistrature, dans l'enseignement? Il faut absolument tuer sa femme, tuer son fils, tuer sa fille, tuer quelqu'un d'un membre de sa famille. Quel est le mobile du crime?
Ça, monsieur le procureur, il n'y a personne mieux placé que vous pour mener à bien cette enquête. Elle peut durer 1 mois, elle peut durer 6 mois, elle peut durer 1 an. Vous êtes le seul à pouvoir mener l'enquête jusqu'à son terme. Sans influence. Vous venez d'avoir un galon qui vous a été donné, un galon, une assurance qui vous a été donnée tout récemment par le ministre de la Justice. Ne cédez pas aux hautes instructions. Résistez. Faites votre travail. Je vous disais tantôt que Alem Bengoro était ministre de la Justice. Amogo Belinga était l'adjoint du ministre de la Justice. Il pouvait appeler n'importe quel procureur, il pouvait appeler n'importe quel magistrat, donner les instructions. Sa propre femme est magistrate. Mais Amogo Belinga, pour votre information, il est en prison depuis presque 1 an maintenant. Amogo Belinga est en prison. Les ministres sont en prison. Les secrétaires généraux sont en prison, à tort ou à raison, mais ils sont quand même là-bas. Alors, faites attention à vous. Parce que demain, vous pouvez être à la place des autres pour avoir tronqué, pour avoir masqué la vérité, pour avoir menti. Mettez-vous à la place du père de cet enfant. Mettez-vous à la place des enfants de cette femme. Mettez-vous à la place des amis de cette femme. Mettez-vous à la place des professeurs qui voient leurs compatriotes mourir comme ça. Et puis l'enquête sera classée demain sans suite. Le monsieur va continuer à se promener. C'est dit que mais donc tout le monde est en insécurité à tout moment. On ne sait plus avec qui on dort dans son lit. On ne sait plus avec qui, ou c'est la femme ou c'est l'homme. Et quand on pense que c'est la justice qui est là pour protéger tout le monde, on se rend compte que c'est plutôt la justice. Elle est là pour protéger les tueurs, les criminels. Et alors nous allons nous braquer tous les jours pour dire Paul Biya est incompétent, Paul Biya ne sert à rien, Paul Biya est vieux. Nous sommes en insécurité. Cette insécurité est entretenue, cultivée, mise en pratique par des jeunes gens. Ce n'est pas par Paul Biya. Elle est entretenue par nous-mêmes. Donc, monsieur le procureur, s'il vous plaît, vous avez pour mission de donner justice à monsieur Folefa Christian. S'il n'est pas coupable, que justice lui soit faite. Mais s'il est coupable, c'est l'enquête qui le dira. Que justice soit donnée à Madame Blanche, aujourd'hui couchée dans la glace. C'est tout ce que nous vous demandons. Je ne veux pas vous dire des choses ici par affinité, parce que Folefac est de mon village, en Fondjemon-Kouet, ou de Bafoussam, de Baham, de Bala, de ça, I don't care. Je n'ai absolument rien à cirer. S'il est criminel, il répond. Et maintenant, monsieur le procureur, je n'ai pas de leçon à vous donner. S'il vous plaît, il ne faut pas prendre mon temps pour un donneur de leçons. Non, je n'ai pas ce droit et je n'ai même pas ce pouvoir. Je commente une situation et je donne mon avis. Vous avez la femme de ménage qui travaillait dans cette maison. Elle doit être interpellée, invitée à venir répondre à un certain nombre de choses au passé de ce qui s'est passé dans cette maison. Elle vient répondre et qu'elle soit en sécurité. Parce que monsieur Folefa Christian est reconnu comme étant quelqu'un qui sème la terreur. Deuxièmement, je ne vous apprends rien, monsieur le procureur. Les enfants doivent être enlevés entre les mains de leur grand-mère, d'après les notes qui empêchent l'autre grand-mère, c'est-à-dire la maman de la victime, à voir les petits-enfants. Donc vous, procureur, vous avez le pouvoir d'enlever ces enfants-là et de les faire placer quelque part. Ni chez la grand-mère paternelle, ni chez la grand-mère maternelle. Ces enfants-là restent là-bas pendant un moment et que vous donnez à un certain moment, ou bien aux spécialistes, aux psychologues, vous donnez un papier blanc à chacun de ces enfants. Décrivez-nous votre quotidien à la maison. Sans pression. Vous avez le pouvoir. On les confie aux psychologues ou aux enquêteurs spécialisés, sans avoir des personnes à côté. Depuis un moment, ces enfants devaient déjà être à la disposition des autorités, gardés quelque part, pris en charge. On ne les pose pas de questions, ils vivent leur vie, ou ils vivent leur vie tranquillement. Mais, de temps en temps, on les pose la question que, voilà, vous n'allez plus revoir votre maman. On l'a ôté la vie, c'est ça. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelque sorte, avec les dessins, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez trouvé couché? Parmi vous là, qui l'a trouvé couché en premier? Oui, toi. Oui. Et qui a appelé papa? Oui, toi. Toi. Ah, ok, ça c'est très bien. Alors, ça c'est une bonne action de courage. Hein? Ça c'est très bien. Voir sa maman à ce niveau-là, coucher comme ça, et décider d'appeler papa immédiatement, c'est très bien. Alors, quand vous l'avez vu coucher, elle avait quelle position? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur son corps?
Oui, on a remarqué qu'il y avait le sang qui coulait. Son habit était déchiré. On a remarqué un bâton. On a remarqué que sa tête était comme ça. On a remarqué que machin. Toutes ces questions permettent aux enfants, naturellement, sans pression. On finit aujourd'hui, on recommence peut-être demain. 1 heure d'interrogation comme ça pour ne pas les fatiguer, ainsi de suite. Parce que ces enfants, automatiquement, ont été traumatisés par le comportement de leur père ou influencés par le comportement de certains membres de leur environnement. Il faut donc écouter ces enfants. Nous dit-on, la vérité sort toujours de la bouche des enfants, pas toujours, mais l'enquête objective vous permettra là de retrouver qu'est-ce qui est arrivé à cette femme. Donc, elle doit certainement avoir des amis à qui elle s'est confiée. Est-elle chrétienne? Connaissait-elle un prêtre ou un pasteur? A-t-elle eu contact avec un chef traditionnel? Son père doit également être entendu. Sa mère, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Avait-elle un ami, une copine, un camarade de classe, de cours, enseignante, professeur, un camarade enseignant ou une amie avec qui elle se confiait? Vous devez les convoquer. Il peut avoir 100 personnes à entendre, voire 200, d'autres même de Yaoundé, d'autres de Douala, d'autres même de n'importe où, pour la manifestation de la vérité. Elle est déjà décédée, il n'y a rien à faire. Donc il n'y a pas de pression à un enterrement pour le moment. C'est une affaire de meurtre. La garde à vue peut être prolongée. Et alors aussi, il y a une peut aussi avoir ce qu'on appelle une détention provisoire, instruite comme ça par le juge d'instruction. Pendant ce temps, le mari est gardé quelque part parce qu'il est le premier à être soupçonné. Tous les éléments sont là, monsieur. Mais si on démontre par la suite que non, monsieur Folefak n'était pas là, il était à Abidjan, ou il était quelque part, oui, il va être dénoncé. Mais pour le moment, c'est le seul soupçonné. Et la seule personne qui est capable de dire la vérité, c'est le juge, c'est le procureur qui doit mener cette enquête de main de maître. C'est l'enquêteur, monsieur Assoa. C'est le procureur, monsieur Roger. Menez à bien votre mission, monsieur. Nous n'avons pas d'autre sécurité. La seule sécurité que nous avons sur terre des hommes, c'est la justice. Alors si vous ne faites pas justice, vous êtes en train de vous êtes en train de vous imposer, vous êtes en train de vous prescrire l'injustice à l'avenir. J'aime le dire ici, monsieur. Notez bien, chaque fois que quelque chose se passe à côté de vous, vous ne tirez pas les conséquences, vous êtes une victime en sursis. Il faut noter ça comme ça. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de dire la vérité ou pour, dédouaner par les preuves à l'appui monsieur Christian Folefak ou pour le condamner parce qu'il est accusé d'avoir tué sa femme et avec des preuves à l'appui. Mais ce meurtre-là, cet assassinat ne doit pas rester impuné sous prétexte que on connaît Atanganji, on connaît tel, on connaît tel. Cette femme-là, elle connaît aussi des gens. Elle est camerounaise. Elle est un être humain. Elle est une mère des enfants. Elle était enseignante. Elle était là pour redistribuer le savoir, retransmettre le savoir. Elle ne peut pas mourir parce qu'elle est non-aime. Non, elle a même un nom. Elle a un nom. Plus important même que celui de son mari. Parce que ce sont ces femmes-là qui nous donnent la vie. Et ce sont ces femmes-là qui nous protègent de la naissance à la mort. Je reprends. Elle a même plus d'un nom que son mari. Parce que ce sont toutes ces femmes-là, nos mères, nos sœurs, nos filles, nos femmes, qui nous protègent dans cette société. Elles sont même plus importantes que nous autres. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est pas parce qu'on va sortir avec les muscles, on va parler fort que nous croyons que nous sommes forcément forts. Alors si tu penses que tu es fort, ce n'est que sur la femme que tu dois poser la force. Allez lutter avec Nganou, avec Francis Nganou. Allez faire la boxe. Allez faire des compétitions, là où il y a des hommes. C'est même d'ailleurs été très lâche de taper sur une femme avec une barre de fer, un morceau de bois ou avec des coups de poing. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça vous sort d'où? Ça vous vient d'où? Ça ne va pas. Va faire la boxe. Ça ne va pas divorcer naturellement et que chacun prenne sa route. Pourquoi vous pensez que vous devez ôter la vie à l'enfant de quelqu'un d'autre et vous allez continuer de vivre avec vos parents et vos mamans, vos pères et votre mère? Vous allez lever la vie à l'enfant de l'autre. Les parents restent sans enfants. Mais vous avez tué pour continuer à vivre avec vos parents. Ça vous vient d'où? Alors, s'il faut être perdant, vous allez tous être perdants. Vous allez en prison, condamnés pour avoir tué quelqu'un. Et à l'avenir, toutes les personnes qui sont toujours en train d'appeler pour intervenir sur des histoires de crimes, à un certain moment, vous allez commencer par être responsable, complice des crimes qui ont été posés. Alors, mes chers compatriotes avocats, mes chers compatriotes de la justice, des enquêteurs, des juges, des magistrats, des présidents des tribunaux, des procureurs, des juges d'instruction, s'il vous plaît, dites le droit. Vous avez le pouvoir d'enquêter. Dites le droit. Faisons de notre pays un pays où on vous fait comprendre que si tu tues quelqu'un là-bas, quoi que fasse, on va te retrouver, on va t'incarcérer.
Donnez-nous quand même une note positive quelque part. Demain, ne dites pas que vous étiez sous influence des hautes instructions. Parce que le ministre vient de lever les hautes instructions. Il dit, ne résistez pas à dire la vérité. Dites la vérité. Ignorez les hautes instructions. Refusez les hautes instructions. Faites votre travail, rien que votre travail. Donc, ne vous asseyez pas là. Et vous êtes magistrat, vous avez une toge, vous avez votre robe pour dire le droit, vous avez peur. Et entre-temps, on tue. Et quand on va tuer votre propre fille, ou votre fils un jour, vous ferez comment? Il y a des magistrats qui meurent. Hein. Si vous arrivez de mourir de façon tragique demain, la justice vous sera faite comme vous aurez passé toute votre vie à faire la justice pour les autres. Alors, vous avez donc pour mission de dire le droit au nom de cette femme qui est décédée. Vous avez le dire, vous avez l'occasion, la possibilité de dire le droit pour élever ce que vous avez été nommé pour. Vous avez le droit de démontrer que vous êtes le premier enquêteur, le procureur de la République. Vous avez le droit et le pouvoir, en tant qu'enquêteur, monsieur Assoua, de dire, ici, je vais mener mon enquête et convoquer tout le monde. N'ayez pas peur de convoquer n'importe qui. Convoquez tout le monde. Même jusqu'à l'université. Même jusqu'au recteur. Quelles étaient les relations de cette femme-là avec le recteur? Point de vue professionnel. Quel était son comportement? Vous devez fouiller. Parce que vous ne pouvez pas avoir plus de temps pour un chien que pour un être humain. Vous devez donc donner le temps pour savoir dans quelles conditions de vie un être humain a perdu la vie. C'est pour ça que vous êtes nommé. Pour ça que vous avez fait des études. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Vous dites, voilà, je suis allé m'asseoir pour écouter Nouma. Nouma a parlé parce que ce type-là est de son village. Nouma a parlé parce que ce monsieur-là est de son parti. Non. Nous pouvons dire des choses ici pour attirer votre attention. Mais il y a deux vérités. Dieu la connaît. Mais vous devez la chercher. Parce que vous êtes expert. Vous avez des moyens pour. Moi, je peux dire ce que je veux. Je peux raconter ma vie pour attirer votre attention. Je peux être extravagant. Je peux être même provocateur. Je peux être incisif dans ce que je dis. Mais c'est pour vous inciter et vous motiver à aller chercher la vérité. Parce que seule votre vérité fait foi. Nous ici, nous avons donc pour mission d'élever quand c'est bon, on salue, on applaudit. De dénoncer quand c'est mal fait. Jusqu'à présent, ça n'a pas l'air d'aller dans le bon sens. Ne vous laissez pas influencer. Les réseaux sociaux n'ont pas le monopole du savoir. Les réseaux sociaux, nous n'avons pas le monopole de la dénonciation. Mais vous avez le pouvoir de dire la vérité. Et c'est cette vérité-là que nous attendons de vous. Je voudrais donc ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, je voudrais présenter mes condoléances d'abord aux enfants de Blanche qui malheureusement vont grandir sans leur maman. C'est très douloureux, c'est très difficile pour les enfants de cet âge-là qui n'ont rien fait pour mériter ce qui est arrivé à leur maman. Je veux ici présenter mes condoléances à ces bébés. Je veux présenter mes condoléances aux parents de Blanche, à son père qui n'avait qu'elle. Papa, je sais que c'est très difficile. Le dire comme ça, courage, c'est léger, mais c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Beaucoup de courage. Et à mon niveau, nous allons nous battre par tous les moyens pour que Blanche ait justice. Que là où elle se trouve aujourd'hui, elle nous voit, elle nous écoute, et qu'elle sache que nous allons nous battre pour que ses enfants sachent pourquoi et par qui a-t-elle été assassinée. Nous allons nous battre. Parce que si nous nous battons pour des gens que nous ne connaissons pas, dans des pays qui ont bien voulu nous accueillir, nous allons davantage multiplier des efforts pour se battre pour les nôtres. Je vais donc ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui nous accompagnent au quotidien, renouveler les condoléances aux parents de Blanche. Je veux présenter mes condoléances à ses amis, à ses copines, à ses camarades enseignants. Ce n'est pas évident.
de voir l'une des vôtres qui n'était pas malade, ou alors qui était malade de son mariage et qui la traumatisait, la voir mourir comme ça, je suis convaincu que vous êtes aussi choqués. Je vais vous apporter mon soutien et vous souhaiter beaucoup de courage. Nous nous battons tous les jours pour que ces comportements-là ne deviennent pas la règle dans notre société. Parce qu'on est mécontent de sa femme, de son homme, on tue. C'est des comportements qui vont prendre fin. À mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui m'accompagnent au quotidien, je vous adresse mes condoléances. Mes chers compatriotes, au procureur de la République de Tchang, au président du tribunal, aux enquêteurs, nous n'avons aucune leçon ici à vous donner. Nous n'avons aucune recommandation à vous faire. Mais nous avons une exigence, celle de la vérité. Parce que c'est de notre droit de savoir qu'est-ce qui a tué Blanche. Qu'est-ce qui a poussé Blanche à quitter ce monde en abandonnant ses enfants. Elle ne pouvait pas se suicider. Elle ne pouvait pas. Parce que la maison, d'après ce qui nous est dit, de M. Folefa Christian était toujours fermée. La maison était toujours fermée. Qui a ouvert la maison aux assassins? Comment est-ce que l'assassin a fait pour entrer dans la maison et ressortir sans que personne ne le voie? Il faut retrouver les mototaxis à l'aller, au retour. Il faut poser la question au barman, là où ils étaient. Il faut poser la question à la fille avec laquelle ce Christian Folefa a fait un enfant, si jamais il a fait. C'est l'enquête qui se suit. On doit entendre tout le monde. Sa copine, qu'est-ce qu'il vous a dit quand sa femme a été retrouvée décédée? Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Comment cela s'est passé? Toutes ces questions-là, à ses propres parents. Et enfin, vous devez écouter les téléphones. Vous devez revenir sur les câbles. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, vous me dites, je peux vous aider. Monsieur le procureur, vous devez retracer les bornes téléphoniques. Vous pouvez retrouver les conversations. À telle heure, Monsieur Christian Folefa a causé avec tel à telle heure. Et à telle heure, quand il appelait, il était son téléphone borné à tel endroit. Quand il a appelé sa propre mère, Folefa, qu'a-t-il dit à sa mère, à son père? Quelles sont les communications qui ont eu lieu une semaine, un mois avant, une semaine après l'assassinat? Toutes ces communications-là, vous pouvez les retrouver, monsieur le procureur. Il suffit seulement de faire votre travail. Sans pression, ce n'est pas la magie. Donc, je suis convaincu que vous allez le faire. Parce que vous êtes un professionnel. Je crois à l'enquêteur. Je crois au procureur. Je crois au juge d'instruction. Je crois au président du tribunal. Je crois en la justice encore. Parce que pour le moment, cette enquête n'est pas encore classée sans suite, comme la justice de Jean-Marie Benoît Mbala, comme celle de Christiane Sopor, la secrétaire de Marafat Amidou Yaya, comme celle de Marlise Aboutou, huissier de justice à Douala. Enquête classée sans suite, tuée dans les mêmes conditions. Marlise Aboutou avait été tuée dans les mêmes conditions que ce qui est arrivé à notre compatriote Blanche. Jusqu'à quand allons-nous laisser les enquêtes classées sans suite pour jeter en prison des automobilistes qui ont refusé de donner 1000 francs et laisser les tueurs se promener, tuer nos femmes, nos sœurs, nos épouses? Si vous laissez ça passer, c'est ouvrir la porte au prochain assassinat qui sera peut-être votre fille, votre femme, votre épouse, votre tante, votre nièce quelque part, pourquoi pas vous-même. Je ne vous le souhaite pas, mais tout ce que je vous demande, c'est l'exigence de la vérité et rien que la vérité. Et que cet enfant, en grandissant, retrouve ce procès verbal un jour, c'est lui de la vérité et c'est lui qui a tué leur maman. Il n'y a pas plus clair que ça. Et que cette vérité soit dite. Je compte sur vous. J'ai dit. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises, magistrats, présidents du tribunal, hommes d'affaires, étudiants, chômeurs, agriculteurs. C'est avec la volonté de tous les Camerounais, de toutes les Camerounaises que nous vaincrons avec la bénédiction de Dieu. En attendant, le combat continue. Et ce combat qui continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Je le sais.
je le vis, je le ressens. Qu'un Cameroun nouveau est possible, et chaque Camerounais, dans son domaine respectif, fera du Cameroun nouveau la capitale du paradis sur terre. Ce que nos ancêtres ont toujours voulu faire, donner au Cameroun ses lettres de noblesse. Let's do it. Together. We can. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.